Allez-y, Sandra. Oui, merci. Bien, je suis géographe, climatologue. J'enseigne à l'université Grenoble-Alpes, donc je suis quasiment dans mes locaux ici. Et j'enseigne à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine. Donc je vais vous présenter des choses un petit peu complémentaires par rapport à ce que vous a annoncé Gerhard Kriner, surtout focalisé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur la métropole grenobloise ensuite. Alors, je commence par une diapositive un petit peu compliquée, et les autres seront plus faciles à comprendre. Le code couleur est simple. Le rouge pour la chaleur, le bleu pour la fraîcheur ou la froideur. Et ces bandes de réchauffement, qu'elles soient ici en haut ou bien sur le graphique du bas, représentent la même chose, c'est-à-dire des écarts de température par rapport à une normale. Ceci concerne l'ensemble de la France à partir d'un ensemble de différentes stations météorologiques. Et là, ces bandes de réchauffement montrent depuis 1899, donc le début des relevés météorologiques en France, une augmentation de la température de l'air, comme vous le voyez, puisqu'il y a plus de rouge sur la fin de la période par rapport au début de la période. Donc une augmentation très nette de la température de l'air, surtout à partir du milieu des années 80 et puis 1990 à peu près, où on a vraiment un réchauffement qui est très important. Et sur l'ensemble de la période, donc en gros depuis 1900, eh bien, la France accuse un réchauffement qui est d'environ 1,7 degré, donc ce qui est beaucoup, ce qui est vraiment beaucoup. Si on regarde à l'échelle spatiale, cette fois-ci, ça concerne toujours la France. Normalement, j'aurais dû avoir une animation sur la figure de gauche, mais ce n'est pas grave, où on voit le changement de température, mais par décennie. Et ces périodes de 10 ans montrent à peu près la même chose, c'est-à-dire que l'on voit dans les années relativement anciennes eh bien, des températures qui étaient relativement fraîches sur l'ensemble de la France, même s'il n'y a pas de réchauffement qui est égal partout. Il y a certaines périodes où on enregistre des températures plus fraîches à certains endroits. Et puis, sur les dernières décennies, donc on peut voir à la fois ceci en bas sur les graphiques qui montrent des décennies, et puis en carte pour voir, alors j'ai ciblé 2 des dernières décennies, ici, pas les 2 dernières, mais 2 des dernières, où on voit très clairement un réchauffement qui est inégal spatialement et temporellement aussi, mais avec une augmentation de la température de l'air, température qui est encore plus importante sur la toute dernière décennie. Vous voyez aussi que le réchauffement est inégal et en gros, la moitié est de la France est beaucoup plus chaude que la zone atlantique et Manche, avec localement des endroits où il fait encore plus chaud en moyenne. Alors, que se passe-t-il ? C'est pas la dernière version. Que se passe-t-il ? C'est pas grave. À l'échelle de notre région, eh bien, on voit en haut les observations du changement climatique sur divers domaines, et notamment une augmentation de la température moyenne très importante depuis les 60 dernières années, donc depuis 1960, à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, plus 2,2 degrés. Cela entraîne 17 journées chaudes par an en plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 17 journées chaudes ? Ce sont des jours où la température du jour dépasse 25 degrés Celsius, puisqu'on fait la distinction entre température du jour et température de la nuit. Et on enregistre aussi à l'échelle de notre région 40 cm de neige en moins enregistrée au col de Porte, sur une période qui est très courte, seulement 30 ans, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un réchauffement qui est important puisqu'il y a moins de neige, alors que la pluviométrie n'a pas énormément changé, donc ce n'est pas qu'il y a moins de pluie, mais c'est qu'il fait plus chaud. Et il fait plus chaud, et on le voit aussi avec le nombre de journées de gel qui sont moins importantes, avec moins 20 jours de gel par an. C'est la station de Bourg-Saint-Maurice qui a servi de référence ici. Alors, les impacts sont divers. J'en cite ici quelques-uns, mais il y en a d'autres. Toujours à l'échelle de la région, depuis 1960, des impacts sur la sécheresse des sols, on le sait. Les sols sont plus secs. Il y a 40% des territoires qui accusent un déficit en eau, un déficit chronique. La ressource en eau aussi connaît quelques difficultés, avec un approvisionnement et une qualité qui est moins bonne. Il y a des impacts sur les feux de forêt et sur les écosystèmes d'une manière générale.
les écosystèmes, pas que forestiers, tous les écosystèmes sont impactés par cette augmentation de la chaleur. Et puis cela a un impact aussi sur le cycle de développement des cultures, puisqu'il fait plus chaud, la pluviométrie change. Ce n'est pas qu'elle est moins importante, elle baisse un petit peu, oui, mais ce n'est pas significatif d'un point de vue statistique. Mais c'est surtout qu'il y a des différences saisonnières dans les précipitations. Donc cela perturbe les végétaux. Ça perturbe aussi le cycle des moissons, des vendanges, etc., la qualité des cultures également. Alors, cette augmentation de la chaleur, puisqu'il s'agit essentiellement de cela, du réchauffement, a des impacts aussi sur les activités touristiques, sur le ski notamment, et tous les sports d'hiver, d'une manière générale en montagne, mais aussi sur les activités estivales, puisque s'il y a moins d'eau à certaines périodes de l'année, et que des activités touristiques, j'ai marqué ici canoë, mais ça pourrait être d'autres activités liées aux rivières, eh bien, cela a un impact sur les activités touristiques, mais vous aurez compris, économiques également. Et puis un autre impact que je voulais aborder avec vous, c'est l'impact sur la santé, puisque les fortes chaleurs ont un impact sur nous, êtres humains, puisque notre corps est tel qu'il est et nous ne pouvons pas nous adapter du jour au lendemain à de très fortes chaleurs. La qualité de l'air aussi, mais là c'est encore un peu plus complexe puisque cela fait appel à d'autres facteurs. Et puis les moustiques, vous savez tous que le moustique tigre, qui est un des moustiques responsable de certains virus comme le chikungunya, est chez nous, il est en Auvergne-Rhône-Alpes et il est vecteur de certaines maladies. Donc c'est un moustique tropical, le moustique tigre, et il est chez nous, ça veut dire qu'il s'adapte très bien, il vit très bien chez nous. Alors, si je détaille les informations maintenant, ici sur le changement climatique en tendance régionale, donc ça c'est, on regarde le code couleur, c'est l'orange correspond à l'augmentation de température, puisqu'il s'agit d'augmentation, et là s'il n'y a pas de rafraîchissement, 2,2 degrés en moyenne, mais vous voyez que dans l'ensemble des départements, eh bien, ce réchauffement est un petit peu inégal. 17 jours estival en plus, donc des journées où la température dépasse 25 degrés Celsius, qui est plus importante, et vous voyez que là aussi, il y a des régions où il y a plus de journées estivales que dans d'autres régions. Et puis un jour de gel aussi qui diminue. Et là, la diminution est très importante dans certaines régions, notamment sur les massifs alpins, et puis un petit peu moins importante dans les zones plus à l'ouest. Alors cela a une conséquence aussi sur la réduction de l'enneigement, puisque la neige est liée à la fois à la quantité d'eau qui tombe, mais également à la température, puisqu'il pleut alors qu'il fait une température au-delà de 4 degrés Celsius, eh bien, il ne neige plus, il ne neige pas en tout cas, et donc il y a une réelle incidence sur l'enneigement, et on sait que la durée d'enneigement, a diminué d'environ 3 semaines dans l'ensemble des massifs alpins. Alors, dans le détail, ce serait un petit peu plus compliqué, mais 3 semaines, c'est-à-dire que la neige arrive plus tard dans la saison et disparaît plus tôt au printemps. Alors, un impact direct de cette augmentation de la température de l'air, eh bien, c'est sur les vagues de chaleur. Les vagues de chaleur ici, donc, le graphique de gauche montre la durée des vagues de chaleur ici, et puis un indice de température maximale relevé au cours de la vague de chaleur. Et la taille des bulles correspond à un indice de sévérité, donc quelque chose qui est combiné entre la durée, la température moyenne tout au long des journées de vagues de chaleur, et puis le pic de chaleur. Et on voit que la canicule de 2003 a été une canicule qui a été vraiment très importante, aussi parce qu'elle a été longue, elle a duré plus de 15 jours dans certaines zones, et notamment, ce sont des graphiques qui sont valables pour Rhône-Alpes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2019, on a eu 2 vagues de chaleur, elles ont été courtes, mais elles ont été très intenses, avec des records de chaleur enregistrés, une au mois de juin, une au mois de juillet. Donc il y en a eu 2, courtes en durée, mais très intenses par les valeurs qui ont été enregistrées. Et puis alors le corollaire de cette augmentation de la température de l'air, c'est qu'on a moins de vagues de froid, elles sont moins nombreuses et moins intenses. Si vous regardez ce graphique, eh bien vous voyez que les vagues de froid, qui étaient longues et importantes
sont très anciennes. On voit des chiffres des années comme 1956, 1963. Et vous pouvez chercher les années 2000, il n'y en a pas beaucoup. 2012 ici, mais sinon, il n'y a quasiment pas de grande vague de froid depuis le début du troisième millénaire. Oups. Alors là, ça va vite. C'est passé très vite. Oui, pardon. Donc, je parlais de l'enneigement tout à l'heure. Voici un graphique qui montre depuis en gros une soixantaine d'années la diminution de l'enneigement et de la hauteur de neige au col de Porte. Donc, c'est pas loin d'ici. Et c'est globalement à peu près partout, dans tous les massifs de moyenne montagne, une diminution de la hauteur de neige. Alors c'est inquiétant évidemment, ça a aussi des impacts pas que pour les skieurs et les adeptes de sports d'hiver, mais aussi sur l'économie évidemment. Concernant ici, alors c'est peut-être un peu plus complexe, le bilan hydrique qui correspond à la différence entre les précipitations, donc les pluies qui tombent, et puis l'évaporation, puisque la surface, une fois qu'elle a reçu de l'eau, va s'évaporer. La végétation aussi évapore, et on parle d'évapotranspiration. Eh bien, globalement, la différence entre l'apport en eau et l'évaporation est déficitaire. C'est pour ça que vous voyez des chiffres qui sont tous négatifs. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de ressources en eau qui est disponible pour toutes les activités et pour tout, en fait, pour la vie d'une manière générale. Alors, ça, c'était... Voilà. Alors, que se passe-t-il plus localement ? Vous reconnaissez le Y grenoblois, et puis vous voyez aussi, donc ici en jaune, c'est tout ce qui correspond à ce qu'on appelle la tâche urbaine, donc la zone urbanisée ou anthropisée. Et puis en rouge, les carrés correspondent à des stations météorologiques. Toutes n'appartiennent pas au réseau Météo France, mais certaines sont différentes. Celles-ci sont d'Atmo-Aura. Là, c'est celle qui appartient à notre laboratoire, l'Institut des géosciences de l'environnement. Et puis vous avez l'aéroport de Saint-Étienne de Saint-Joire, donc c'est Grenoble Aéroport, Saint-Joire, qui sert souvent de référence. Alors justement à Saint-Joire, eh bien, on voit la même chose, c'est-à-dire depuis 1970 ici, une augmentation qui est très nette de la température de l'air. Alors à l'échelle de la région, c'est 2,2 degrés, et à l'échelle de Saint-Joire, c'est un petit peu plus de 1 degré Celsius. Alors plus en détail, là, chaque camembert, ça a l'air compliqué, chaque camembert représente une année. Et à l'intérieur de cette année, depuis 1973 jusqu'à 2020, eh bien, on voit le détail de la variation de température, toujours à Grenoble-Saint-Joire, mais au cours des différents mois, donc de janvier, février, mars, etc., jusqu'à décembre. Donc vous voyez que les années se suivent mais ne se ressemblent pas, les mois se suivent, ne se ressemblent pas non plus. Le message, donc, que ce soit pour les températures minimales à gauche ou pour les températures maximales, donc celles de jour, donc nuit, jour, c'est que globalement, il y a plus de rouge. Donc, tout se réchauffe, que ce soit les températures de la nuit ou les températures du jour qui se réchauffent davantage avec cette augmentation d'environ 1 degré. Mais vous voyez qu'à l'échelle des différents mois, eh bien, il y a des mois qui sont vraiment anormalement chauds. Il y a certains mois, par exemple en 1987, où il y a le mois d'avril qui a été particulièrement chaud, le mois de septembre aussi. Enfin voilà, vous voyez aussi ici un mois d'avril 2020 qui a été particulièrement chaud par rapport à une normale de référence. Alors tout ceci a des impacts sur les activités. Ça, c'est un graphique que je trouve absolument superbe. Il n'est pas de moi, mais où on voit l'impact sur différents secteurs, notamment sur la santé, sur les espaces verts, sur la façon d'habiter la ville, sur l'eau et différents aspects de l'eau, mais également sur les infrastructures, parce que les infrastructures aussi souffrent de la chaleur. Je prends juste un exemple. Les rails de chemin de fer sont déformés par l'excès de chaleur. Donc il y a vraiment un impact sur tous les systèmes, et en particulier sur la santé, enfin pas en particulier, notamment sur la santé, mais c'est le sujet sur lequel je travaille dans le cadre d'un projet qui vient de débuter, qui s'appelle Cassandre, qui s'intéresse aux vagues de chaleur, aux canicules et les effets sur la santé.
Donc, certes, ce réchauffement est important et un petit peu inquiétant, mais sachez que certaines communes s'en inquiètent et essayent de mieux comprendre ces vagues de chaleur, notamment les villes d'Échirolles et de Grenoble interviennent dans ce programme Cassandre. Donc, ça veut dire que localement, il y a des actions aussi qui sont mises en place pour mieux comprendre les phénomènes locaux. Alors, j'avais changé cette diapositive, mais ce n'est pas grave. Toujours en termes de santé, juste un petit aparté sur donc, l'année 2003 dont je vous ai parlé, et toutes les personnes qui ont plus de 30 ans s'en souviennent, puisque nous avons tous souffert de la chaleur lors d'août 2003, avec une surmortalité qui a été sans précédent, 15 000 morts surnuméraires dans l'ensemble de la France. Et c'est à partir de cette année 2003 et de cette forte canicule que beaucoup d'actions ont été entreprises par les différentes communes pour lutter et pour protéger les populations de ces fortes chaleurs. Alors, que va-t-il se passer dans le futur ? J'ai déjà dépassé mon temps. Dans le futur, eh bien, Gerhard Kreiner en a parlé, donc je ne vais pas trop en parler, mais à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, il va y avoir un réchauffement aussi. Ici, alors là, j'ai pris, c'est un vieux scénario, mais plutôt totalement d'actualité. Je n'ai pas eu le temps de rechercher le dernier rapport du GIEC, mais où on voit que la température de l'air va continuer à augmenter. Alors, un impact aussi sur la végétation. Ici, les différentes couleurs montrent le climat, mais d'un point de vue de la végétation. C'est-à-dire que chaque zone va être dominée par une espèce végétale. Et par exemple, le climat de montagne, donc c'est typiquement nous, enfin, ou en tout cas pas très loin de chez nous, qui est caractérisé par les séries du pin, de l'aulne, de l'érable, du sapin, du sureau, de l'orme, que l'on trouve actuellement en montagne, et bien dans le futur, d'ici la fin du siècle, ne pourront plus aller, iront plus haut, mais plus haut là où il y a un sol qui permet d'avoir des racines. Donc il y a un impact sur l'ensemble de la végétation à l'échelle de la France. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, de toute façon, je suis à votre disposition pour en parler. Donc ça, c'est une synthèse des différents changements. Merci beaucoup, Sandra Rome.